Tembo, c'est les meilleurs. Bah oui, ça tombe bien, on va en parler ce soir, donc Salut heu, Adam. Salut Adam. c'est très bien. Alors, donc avant qu'on parte en vacances et qu'on se retrouve au mois de septembre, messieurs, on va parler, d'Ntembo, mais aussi, pour parler de septembre, on va parler aussi des prochains rendez-vous où on pourra vous voir, vous rencontrer, parler Gurine, parler Carnage, parler, Briscard. Donc est-ce que vous avez quelques dates à nous annoncer ou et en tout cas les lieux où vous serez? Bah écoute, effectivement, il va y avoir la pause pendant le mois d'août, mais après ça va repartir sur les chapeaux de roue dès début septembre et ça va démarrer dès le premier samedi de septembre. Le 7, on sera au Crisis à Anvers, D'accord. le fameux grand rendez-vous belge de la figurine. Ils avaient laissé tomber pendant le Covid, l'équipe avait un peu splitté, les Soldiers of Antwerpen, ils avaient un Ouais. peu éclaté de partout parce que il y avait des vieux briscards qui avaient raccroché les gants. Finalement, ça s'est reformé avec des plus jeunes et ils refont cette année le Crisis, donc 7 septembre, le samedi, 10h-17h à Anvers, la mecque de la figurine en Europe quasiment, parce que Le supermarché de la figurine. c'est 30 000 mètres carrés de film, quoi, pendant Enfin, 7 heures. cette année, c'est peut-être un peu plus petit, ils ont changé de place. Il paraît que c'est aussi grand, mais c'est plus au même endroit. D'accord. Donc, vous allez sur notre site, il y a le lien. Sinon, sur leur site, Soldier Crisis 2024 ou Soldiers of Antwerpen. Je le prononce très mal, mais je maîtrise mal le flamingant. Ouais, le flamand, OK. ouais, non, c'est. Mais voilà, ça va être un gros salon, et donc le 7 septembre. Et puis après, pour l'instant, on n'a pas bloqué d'autres dates à part le dernier week-end de septembre, au mois de septembre. On n'a pas Mmh. bloqué d'autres dates. Pour le Hammer Time. Tu rigoles, le 21 et 22, c'est quand même les Ouais, finales. mais je parle des salons là. Ah, tu parles des salons. Tu D'accord. vois, Au final, on le Hammer Time, ce sera à Love, donc juste à côté de Lille. C'est chez nous, on joue à domicile. C'est un super salon qui est dédié qu'à la figurine aussi. Et là, ce sera 28-29 septembre, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mmh. 28-29, organisé par la Forge Ludique, avec du concours de peinture, de la tombola en veux-tu, en voilà. Enfin, vraiment un super salon où on est toujours content de venir. C'est la 5e édition, c'est la 5e fois qu'on le fait. Donc, D'accord. n'hésitez pas à nous rejoindre. Et en septembre, effectivement, Le 21 et 22 septembre, les finales Briscard et Carnage qui auront lieu à Oison. Super rendez-vous, super ambiance pour venir jouer pendant tout un week-end avec des foufous. Et spectacle garanti le soir par Jules. Le pauvre, il va devoir tenir 3 heures de spectacle. Il va lui falloir des costumes. Mmh. Ah, pour les costumes, je pense que la Mandragore pourra lui fournir. Mais Ouais, voilà, c'est l'équipe de la Mandragore qui nous reçoit à l'auberge du Mouton Noir. C'est Scholl, l'un des joueurs qui est quasiment sur la plupart des circuits de figurines, et ses potes qui vont être là. Il y a la communauté troyenne, il y a quelques Parisiens, il y a les gars du Nord qui vont descendre. Ça va vraiment être un bel event, et pour Briscard et pour Carnage, ouais, le 21-22 septembre. vous Alors, avez les liens pour vous inscrire sur le T3, Tabletop Tournament. donc vous Voilà. me dites que c'est la finale pour Carnage et pour Briscard, hein, c'est bien ça, hein? Ouais, ouais. Alors moi, Briscard le samedi, Carnage le dimanche. est-ce Voilà. Les PAF comprennent tous les repas, tout est pris en charge, on peut dormir sur place, il y a des solutions de gratos jusqu'à hôtel pas loin. mmh En passant par l'auberge de jeunesse, les yurts sur place. Enfin, il y a tout un tas de moyens de dormir sur place. Donc, il faut vraiment D'accord. pas hésiter à participer si vous avez le week-end de dispo. T'as une question? Oui, j'étais en train de me dire, mais on va attendre un petit peu qu'on avance un petit peu dans le live, mais je ferais bien un petit sondage pour savoir, parmi les gens qui nous regardent, quelle faction, va gagner, la finale, enfin, je suppose la finale ou la coupe, je sais pas comment vous gérer ça, de Carnage justement, puisqu'on parle Carnage donc voilà, pour si, On a le droit. Ça dépend, est-ce qu'on a le droit de jouer ou pas? Mais si on a le droit de jouer, ça sera peut-être pas celle répondue dans le sondage. c'est ça, voilà, mais Ouais. Je on pense que la verra. finale, le dernier match, ce sera Fang contre Goon, ou Chemist contre Goon, je sais pas. Mais non, je pense que depuis les sorties d'hier, les Fangs ont de bonnes chances d'être sur le podium. Et ben alors du coup, je vais rebondir là-dessus, donc quelles sont, vous, l'actualité, TGCM? Quelles sont les nouveautés, que vous avez sorties ces derniers jours, même si vous avez déjà alimenté sur votre site, Eh ben, hier, on a mis en ligne les nouveautés de l'été, parce qu'il n'y a pas de sortie au mois d'août. On n'a jamais sorti de fil au mois d'août chez TGCM, que c'est un peu la pause. Alors, pour Briscard, rapidement, Idena Zenji, c'est un Shaolin Maok qui vaut son pesant de cacahuètes, mais qui fait le café, vraiment. C'est un tout petit panda roux qui est, voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais
Voilà, il est disponible en ligne et donc vous pourrez voir les photos sous tous les angles et même en 2 schémas de couleurs. Ouais. Et voilà, un petit gars vraiment très intéressant à jouer. Et puis le duo super attendu chez les Fang pour Carnage, Xayne, l'une des filles d'Onyx, celle qui était déchue, qu'on découvre dans le tome 2, dans le Lost des Affranchis, et puis son larbin survitaminé qu'elle a stuffé à la viande de carne toute sa vie, que Gwen a passé la journée à peindre et que voilà, on va mettre en ligne demain en photo, mais qui est déjà disponible. Il y en a déjà qui ont été vendus d'ailleurs, et des Idena et des Xayne et Musk. Hier, j'ai préparé les colis ce matin, ça a été envoyé dans la journée. Mais voilà, pour les news, c'était hier, et ce duo à 250 couronnes quand même va complètement métamorphoser le gameplay des Fang, en tout cas quand on les joue. Ouais. Parce qu'on a enfin un Metal Boomerang corps à corps sur les Fang, ce qui n'existait pas pour l'instant. De toute façon, Alors, vu qu'il est un peu recourbé sur lui-même, il est un tout petit peu plus petit que Godai, mais une fois redressé, il est largement aussi grand, voire un tout petit peu plus grand. Alors, c'est vraiment un monstre, il est sur après, ce 260. Il faut pas oublier que vous avez aussi sorti des figurines les mois précédents. Moi, je pense à la porte bannière Kerops, que d'ailleurs je t'ai pris lorsqu'on sortait d'eux, mon cher Manu. On s'est vu à la Haie Rose début juillet, là, au début du mois, et puis t'es Voilà. parti avec ton petit porte-bannière. Ça, c'est pareil, c'est une fille qui va beaucoup apporter à la faction Kerops. C'est un gars qui bosse en synergie avec la forgeronne, avec la tambour surtout, parce que du coup sa bannière sera gratos quand tu joues la tambour avec. C'est un mec qui apporte énormément en soutien et qui en même temps peut gérer les objets assez facilement parce qu'il est héroïque objectif, parce qu'il a des bonnes caracs actives. Non, c'est vraiment un truc qui va modifier aussi le jeu. Pas autant que Xayne et Musk chez les Fang, mais qui va modifier un peu le gameplay des Kerops, ça c'est certain. Ouais, c'est sûr. Moi, en tout cas, je pense qu'une fois qu'on aura fait toutes les factions, je pense qu'on fera un retour sur toutes les nouvelles figues qui sont sorties depuis qu'on a fait les factions pour mettre à jour un petit peu tout ça. Pour parler des nouvelles figues. De toute façon, là, ce soir, on va parler des Tembo. Et puis, il nous restera plus que, en gros, les affranchis à voir. Et après, on aura fait le tour de ce qui est sorti jusqu'à maintenant. Comme faction. Comme faction, en tout cas. Ok. Très bien. Écoutez, moi, je propose qu'on attaque maintenant les Tembo, la faction du jour. Alors, avant d'attaquer les profils, qu'est-ce qu'on peut en dire de manière générale sur les Tembo? Voilà, comment on les joue. Les Tembo, en fait, c'est comme on dit en biologie, c'est le nom vernaculaire. Parce que, en gros, les Tembo, c'est un abus de langage. Les Tembo, à proprement parler, c'est les éléphants. Et c'est aussi la faction dans son ensemble. Mais au sein de la faction des Tembo, il y a les Tembo, donc les éléphants, et il y a les kémistes et les gazelles. Et il faut vraiment les distinguer parce que contrairement à toutes les factions qu'on a abordées dans tes vidéos jusqu'à maintenant, qui sont des safares classiques, on va dire, ils ont des traits dominants. Par exemple, les Kerops sont peau dure, les Fang, elles ont souvent harcèlement, les Carnes ont souvent des armures, etc. Mais ça reste juste des traits, des attraits propres aux factions. Chez les Tembo et chez les kémistes, du coup, qu'on distingue, il y a vraiment des règles spéciales qui s'appliquent qu'à ces peuples-là, qu'à ces races-là, ces espèces-là dans Safar, dans Safar, en fait. C'est-à-dire que chez les Tembo, ceux qui ont le trait Tembo sur leur carte de profil, ils vont avoir des règles spéciales. Typiquement, ils vont avoir une allonge de 0,5 toise supplémentaire quand ils utilisent une arme, quand ils n'en utilisent pas. Il y a 0,5 toise en plus. Donc, comme de base, c'est 0,5 toise, s'ils sont à main nue, ils vont avoir une toise d'allonge naturelle pour tout, pour gérer les objets, etc. Et puis, s'ils ont une arme qui a une allonge de 2 toises, par exemple, ils vont passer à 2 toises et demie. Donc 0,5 en plus en allonge, ça c'est la première règle de base pour les Tembo. Que pour les Tembo, pas pour les kémistes. En fait, c'est des règles vraiment spécifiques en fonction de l'animal. Donc un éléphant, c'est plus grand, c'est plus gros. Donc ça va avoir des règles correspondantes comme l'allonge, l'écrasement, le repoussement, des choses comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont, par contre, comme ils sont énormes, ils vont payer un peu plus cher leurs équipements. Les armes, les boucliers, les armures vont coûter un petit peu plus cher. 3 couronnes de plus par tranche de 10 couronnes. Ouais. Par tranche de 10 couronnes pour le coût de l'équipement. Typiquement, si je prends une rondage à 8, ça va pas augmenter, elle sera toujours à 8 couronnes. Par contre, si je prends un écu à 12 couronnes, j'ai une tranche de 10, boum, ça me coûtera 15 au lieu de 12.
Voilà. Ça, c'est la règle pour les Tembo. Forcément, un équipement qui est adapté pour une taille standard va être un peu petit pour un Tembo. Ouais, enfin, tu peux te cacher derrière un timbre, mais ça va super pas être très efficace. Et après, les kémistes, donc les gazelles, elles vont avoir des règles plutôt sur la vitesse, l'agilité, parce qu'elles sont toutes fragiles et frêles, mais elles vont bouger très vite, taper très fort, mais elles vont pas du tout aimer prendre des buffs. Voilà. Je finis sur les Tembo, ils ont une armure naturelle. Quoi qu'il arrive, même s'ils n'ont pas d'armure de gambison, quoi que ce soit sur eux, ils ont une armure naturelle. Donc quand ils subissent des dégâts, ils peuvent toujours lancer leur niveau en D10. Et donc un niveau 2 va acheter 2D, un niveau 3 3D. Et pour chaque 10 naturels qu'ils vont faire sur ce jet d'armure invulnérable, on va dire, eh ben, ils vont enlever un dégât, quoi qu'il arrive. Donc possibilité d'enlever de 1 à 3 dégâts en fonction du niveau de chaque tembo. Ensuite, ils sont corpulents. Corpulents, ça veut dire que quand ils vont utiliser l'effet de V, ça c'est un malus inhérent à leur taille et à leur corpulence justement. Quand ils vont utiliser l'effet de V, ils vont se déplacer que d'une demi-toise en attaque comme en défense, et une demi-toise. Et s'ils veulent se déplacer de la moitié de leur vitesse, il va falloir qu'ils utilisent 2 fois l'effet de V, donc en attaque, typiquement. Ok. Ou en défense s'ils ont riposte. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de profil qui est dans ce cas-là. Donc, un malus sur la vitesse. Par contre, ils ont un bonus sur la corpulence, justement, parce que ils sont quand même assez énormes. Il suffit de regarder sur les tables. Et donc, quand ils vont utiliser l'effet de C, ils vont en même temps poursuivre le gars qu'ils vont repousser, le gars ou la nana, le safar en tout cas, qui vont repousser avec l'effet de C, ils vont le suivre. Parce qu'ils sont emportés par leur poids dans l'élan quand ils poussent, quand ils utilisent l'effet de la corpulence. Et ils vont les suivre. Alors ça peut être énorme de leur stature moins celle du gars qui repousse. Donc ça, si jamais je repousse un albinos, je vais avancer que d'une toise, et donc je vais peut-être le repousser très loin, mais je vais avancer que d'une toise. Par contre, si je repousse une gazelle ou une fang, je vais peut-être la suivre de 3 ou 4 toises. Et donc je vais être encore à nouveau au contact avec elle. Et ça va bien utiliser, c'est quelque chose qui nous permet de rendre les éléphants très mobiles. Parce que en utilisant l'effet de la corpulence, on va pouvoir avancer sur le terrain sans avoir besoin d'utiliser de déplacement. Donc ça, c'est un truc qui est très très important chez les Tembo. C'est affolant, quoi. Si on fait juste que les déplacer, ils vont être relativement lents puisqu'ils auront que vitesse 2 ou 3, donc ils vont se déplacer de 2 ou 3 toises à chaque fois qu'on dépense des points d'action. Par contre, effectivement, si on commence à utiliser les effets de C, etc., ils vont pouvoir se pousser un peu plus loin. Bien employé, ça peut vraiment être un moteur. On peut très bien se dire, enfin moi j'ai vu des trucs salaces où en fait tu vas aller pousser une de tes propres guerrières niveau 1 qui coûte que dalle pour avancer de 3 toises d'un coup. Tu vois. Ouais. Ça peut être très vicieux. Mais voilà, ça c'est les règles propres au Tembo. Je crois que j'en oublie une. Attends, je vais juste vérifier. Ils peuvent piétiner leur adversaire. Oui, il y a l'enfoncement. C'est-à-dire qu'on va recouvrir le. En fait, piétiner, je pense qu'il n'y a pas besoin de définir plus loin. C'est on écrase l'adversaire et on lui fait très mal avec tout son poids dessus. C'est assez rigolo de voir l'adversaire comme ça qui verse une petite larme sous le poids des Tembo. En tant que corpulents, ils sont pas non plus impactés par les terrains difficiles ou meubles. C'est-à-dire que du sable, du machin, etc., ils sont pas ralentis en fait. Faut vraiment qu'ils soient dans du terrain, dans de l'eau profonde pour commencer à subir les malus, mais sinon ils n'ont pas les malus de base du terrain difficile. Voilà. Et effectivement, il y a l'enfoncement, c'est une action qui leur est propre en attaque. Ça va s'utiliser à corpulence plus double agilité, plus le niveau des 10. Et si jamais ça passe, en fait, je vais avoir une cible principale et toutes les cibles secondaires, je vais avancer dessus jusqu'à recouvrir le socle, jusqu'à recouvrir l'emplacement du socle initial de ma cible, et je vais faire corpulence dégâts sur ma cible principale et corpulence divisée par 2 sur toutes celles qui vont être impactées que je vais toucher en fait en avançant. Et c'est un petit peu l'équivalent de la du piétinement à briscard. Piétinement sur briscard, hein, c'est quasiment la même règle. De toute façon, ils vont se retrouver au sol et sonnés en plus des corpulences ou corpulence dégâts divisé par 2. Donc c'est une action qui est pas négligeable, qui coûte 3 PA mais qui est vraiment pas négligeable. De temps en temps, ça peut vraiment sauver la donne, ça permet de se décoincer ou vraiment de libérer un flanc, etc. Oui, ça permet surtout. Bien utilisé, ça fait très mal. Oui, je pense que ça doit. Comme on dit, ça ouvre des Ça permet surtout en plus de faire des attaques de zone.
Mm. puisque tout ce qui est sous le socle du Tembo sera touché. C'est un socle de 80, ça peut recouvrir du monde. Ouais. Ouais, c'est clair. Et alors, par contre, à l'inverse, les kémistes. Par exemple, enfin, je vais finir sur Ouais. une bulle goon. Les goons qui adorent jouer en bulle, avec le chaman qui se cache un peu derrière pour être protégé, ou la porteuse d'eau, ou l'artisane, eh ben, on vient écraser la bulle en giclant ceux qui sont devant pour les protéger, pour aller atteindre sa cible principale qui est derrière. Ouais, puis c'est très très chiant parce qu'en fait, il y a les dégâts de base, hein, corpulence ou corpulence divisé par 2 en dégâts, des critiques potentielles éventuellement si tu fais des critiques. Mais à ça s'ajoutent aussi les dégâts de collision parce que les fils sont repoussés. Et donc, si elles tapent des fils qui sont derrière, etc., quand tu as fait une belle ligne de front, ça monte vite en dégâts en fait. Donc ça peut être très chiant. Ouais. C'est clair. Allez, Et à l'inverse, les kémistes, c'est vraiment l'opposé, c'est-à-dire qu'elles sont vivaces, elles sont fluettes, donc elles n'ont pas du tout la corpulence, elles n'ont pas du tout la lenteur des Tembo. C'est exactement le contraire, c'est-à-dire que quand elles vont utiliser une attaque gratuite avec la vivacité, quand elles vont utiliser l'effet de l'agilité de A, elles vont avoir l'attaque gratuite, mais elles ont le choix, si elles veulent, de dépenser un PA de plus pour l'attaque gratuite pour avoir une carac gratuite en plus. Et ça va pas apporter d'effet en plus sur l'attaque gratuite, mais par contre, ça va augmenter les dégâts, ça va faire dégâts de la carac complète et pas dégâts divisés par 2, et ça augmente le seuil de base, quoi. Donc ça permet de faire des attaques gratuites qui sont difficiles à défendre. Ouais. Sachant que, comme c'est des attaques gratuites, on peut le défendre maximum qu'à 2 PA comme une attaque gratuite classique. Donc Ok. ça peut être très vite très chiant. Ok. Et elles ont flué. Par contre, c'est l'inverse des Tembo, c'est-à-dire que quand elles vont utiliser l'effet de C, eh ben, ça va pas faire grand-chose. Il va falloir l'utiliser 2 fois pour pouvoir repousser convenablement de la moitié de la corpulence. Ouais. Et quand elles vont utiliser l'effet de V, elles vont avoir des bonus d'attaque par contre et de défense. Elles vont rajouter +1 par effet de V qu'elles utilisent pour le seuil d'attaque ou de défense. Voilà, ça c'est pour les règles génériques des Tembo et des kémistes. Et puis une dernière règle que la plupart, mais pas tous, des Tembo et kémistes ont, c'est la compétence Moringa. Quand il y a le mot-clé Moringa X, X pour la valeur de Moringa, sur la carte de profil d'un Tembo ou d'une kémiste, c'est le nombre de dégâts qu'elle va pouvoir transférer ou qu'il va pouvoir transférer en une fois sur un allié qui possède aussi Moringa. Donc typiquement, ma petite kémiste, elle a Moringa 3, elle doit subir 5 dégâts, elle peut en balancer 3 sur le Tembo, et puis ne prendre que 2 PV, ne prendre que 2 dégâts. Et ça peut être très utile aussi parce que ça permet de répartir les dégâts. Comme on joue avec des Tembo qui coûtent très cher, souvent on est en sous-nombre, mais c'est pas grave, on peut répartir les dégâts, donc on a une espérance de vie qui est allongée. Voilà, ça c'est toutes les règles génériques inhérentes au Tembo et au kémiste. Ok. Eh ben, écoutez, je vous propose d'attaquer les profils. Et on va commencer par un profil que je crois qu'on a à peu près attaqué. Les 2-3 derniers lives, on a attaqué avec ça, je crois, de mémoire. Avec hop, la porteuse d'eau, en l'occurrence. Voilà. Donc je vous laisse en parler. Je sais pas si on a déjà parlé effectivement deux ou 3 fois. La porteuse d'eau, en fait, la plupart des factions peuvent la recruter. La différence, c'est que là, elle est alliée des Tembo, donc au lieu d'être une esclave, elle va pouvoir être recrutée normalement dans la faction. C'est une super figurine qui permet de booster les autres figurines. C'est une vraie figurine de support qui va permettre aux autres figurines de faire leur première action payante gratuitement. Voilà. Ok. Donc c'est génial. Pour les éléphants, ouais, c'est assez monstrueux. Ouais. Parce que là, on n'oublie pas que dans Carnage ou dans Briscard, la ressource principale, ce sont les points d'action. Et généralement, les gros tons frappent très fort, font très mal, mais ils ont toujours le problème d'avoir peu de points d'action par rapport à tout ce qu'ils peuvent faire. Une porteuse d'eau peut venir combler ce déficit. D'accord. Ouais, c'est vraiment. Je vais aller allumer la lumière. C'est vraiment un profil super efficace. Effectivement, on commence à être dans la pénombre. Ouais. Sur l'univers. Jour. Allez, on va enchaîner avec l'éclaireuse. L'éclaireuse, alors deux niveaux sur l'éclaireuse, le niveau 1 et le niveau 3, c'est pas une erreur, on n'a pas oublié le niveau 2. En fait, l'idée c'est qu'on a respecté un petit peu le lore et les éclaireuses, elles sont d'abord toutes novices, donc à peu de points, avec juste des capacités naturelles à se camoufler, à être sneaky, etc. Ouais. Elles partent faire leur première mission et quand elles reviennent, elles sont aguerries et donc elles passent tout de suite niveau 3. Il n'y a pas d'éclaireuse niveau 2. Ça, c'est pour la petite histoire.
La niveau 1, elle vaut 40 couronnes, et à ce prix-là, ce serait dommage de ne pas en mettre un max, parce que avec une vitesse et une agilité à 4, un éclaireur 4 et un Moringa 2, pour 40 couronnes, c'est offert, quoi. Et puis, Alors, l'éclaireur permet de se déployer plus en avant sur la table. Donc, je ne rappelle pas la règle, mais effectivement. Et le Moringa permet de transférer les PV. Donc elle peut paraître avoir peu de points de vie, etc. Mais grâce au Moringa, elle va pouvoir transférer des points de vie. Et surtout, avec son éclaireuse 4, elle peut se déployer directement sur une position surélevée, prendre directement une position très bonne pour tirer, vu que c'est une tireuse. Et si on lui met un petit arc de derrière en plus, ce petit arc-là va lui permettre d'utiliser l'effet de V en plus des autres effets, ce qui est monstrueux. Ça a l'air de rien, hein, mais quand on a une zone de déploiement de 2, ce qui est en général la plupart du temps le cas dans la majeure partie des scénarios, avec éclaireur 4, on est quasiment sur la moitié du terrain, hein, à volonté, donc on a vraiment une grosse zone de déploiement. Et je te dis, pour 40 couronnes, tu peux te permettre d'en faire de la chair à pâté, elle peut vraiment servir à n'importe quoi. Elles ont une remise de 10 couronnes sur le petit arc d'Altaria, qui est quand même une monstruosité, en fait. Sur l'éclairance 3. Ah oui, d'accord. En fait, cet arc-là permet d'avoir une caractéristique de V en plus des autres effets. Tu as plus un effet, en fait. Même plus en effet, oui, pardon, je confondais avec les fins. Donc en fait, ça permet de, par exemple, faire 3 tirs gratuits, de faire 2 tirs gratuits plus un mouvement, ou 2 mouvements plus un tir gratuit, ce qu'on peut jamais dépasser 2 effets par attaque. Mais ça permet sur un tir à 3 points d'action, 2 tirs gratuits, plus je bouge. Donc en fait, on se repositionne, sachant que la portée courte du petit arc de Teria est de 6. Quand même. Ça veut dire que tu fais plus un dégât de base à 6 toises. Hein. C'est vraiment monstrueux comme ça. Sur une kémiste de niveau 1 qui vaut du coup 50 avec cet arc-là, c'est ridicule. Plus le fait, vous m'avez dit qu'au déploiement, vous pouvez les mettre assez loin, ce qui fait qu'effectivement, ils ont quasiment tout le plateau de jeu pour tirer, quoi. Oui, c'est une figurine qui, avec des caracs actives qui sont pas forcément très hautes, mais avec un arc, il faut quand même pas la négliger parce qu'elle va pouvoir faire mal à distance sans se mettre en danger. Et alors après, si on la passe en niveau 3, là, ça devient du n'importe quoi. Alors, en niveau 3, elle vaut beaucoup plus cher. Elle a fait 140. Ouais, 140 thunes. Elle vaut beaucoup plus cher, mais elle les vaut, c'est-à-dire qu'elle devient héroïque tir. Elle tire à 4D au lieu de 3. Elle peut elle troque éclaireur pour embuscade. Donc on la voit même pas au départ. On choisit quand on la déploie. Elle l'a intégré pour les 140 couronnes. Elle a intégré le petit arc d'Osteria directement sur le profil. Elle passe à vitesse 5, agilité 6. Ce qui fait que, je peux faire des tirs à un seuil de 17 de base. Hein. Quand même, on va spécifier un truc, c'est-à-dire que c'est une faction qu'on peut jouer mixte, donc on peut jouer des éléphants et des gazelles, ou on peut jouer que des éléphants, ou on peut jouer que des gazelles. L'inconvénient, puisque moi j'aime beaucoup jouer que des gazelles, c'est que leurs caracs en C et P sont très basses. Donc en général, elles ont énormément de mal à faire des scénarios qui nécessitent ces caractéristiques-là. Ouais, quand il faut péter de la caisse... L'éclaireuse niveau 3, c'est l'une des meilleures figurines kémistes en C et en P. Donc, certes, c'est une figurine qui va être une tueuse absolue avec son arc. Par contre, il faut la protéger. C'est la seule kémiste qui a 3-3. C'est ça, c'est la seule kémiste qui a 3-3. Donc, c'est la seule kémiste qu'il faut protéger aussi pour potentiellement faire des scénarios où il faut du C et du P. D'accord. Ok. Voilà. Donc, allez. Tu sais que contre Hiroshi, c'est ta cible. C'est ça. Alors, il nous restait quoi? Il nous restait la Vestale, je crois, en... Je vais l'agrandir. Ouais, il nous reste la Vestale et la Prêtresse. Alors, la Vestale, c'est... Et la guerrière. On n'a pas vu la guerrière non plus, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, la Vestale. La Vestale, c'est une fille un peu à part, un peu bizarre. C'est niveau 2, son profil est unique, et elle vaut 80 couronnes, ce qui est quand même pas donné déjà de base, pour les mêmes caracs, hormis l'intelligence, les mêmes caracs que l'éclaireuse niveau 1. Ouais. Mais par contre, elle a Dansonia, donc elle est magicienne, elle a autorité, elle va pouvoir filer des PA à tout le monde, elle est en éveil, donc elle a quand même des bons boosts pour se défendre en magie, et avec un 5 d'intelligence, c'est quand même pas une magicienne à négliger, mais surtout, elle a apaisement. Apaisement, c'est un truc qui est monstrueux, c'est pour ça qu'elle vaut aussi cher, c'est-à-dire que toutes les attaques ennemies
dans son aura vont coûter 1 PA de plus. Alors, D'accord. il faut que l'attaque soit déclenchée dans son aura. Et pas, par exemple, un tir qui provient d'en dehors de son aura ne sera pas impacté par cette règle-là. Ouais. Mais ce qui est En, monstrueux, c'est typiquement, T'as une euh, question? en gros, c'est surtout valable sur les attaques de corps à corps ou qui arrivent sur le Oui, corps à corps. oui, tout à fait. Mais un tireur, par exemple, qui est en dehors de l'aura, il sera pas impacté et la flèche, la pauvre, elle la prendra quand même. Mhm. et c'est pas les attaques qui la ciblent elle, hein, c'est toutes les attaques ennemies, hein. Ça, c'est important. Ouais. À partir où ça Parce démarre que dans du son coup, aura, ouais. Oui, c'est un quand tu impact es sur tout protégé le. par ton copain Tembo, tu vois, ça peut faire très vite être problématique parce que typiquement, mais même les attaques gratuites vont coûter 1 PA. Donc le gars qui dépense ses 3 derniers PA avec 2 attaques gratuites à suivre en effet, Et il perd ses attaques il peut gratuites. pas les faire parce que voilà, Ah ouais. et ça coûte des PA. Et donc ça limite vraiment les choix de l'adversaire, quoi. C'est pour ça qu'elle coûte aussi cher cette gentille Vestale. Donc j'en profite pour dire Sinon, pour c'est un ceux. profil relativement Ouais, simple et limpide, quoi. ouais, c'est clair. Mais en tout cas, elle fait le taf, comme on dit. Ah Oui. oui, oui. Voilà. Donc si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Si vous regarderez l'émission en replay sur YouTube, vous n'hésitez pas également à mettre des commentaires. Vous n'hésitez pas à aller sur le site, bien sûr, de TGCM pour voir les figurines, les commander, etc. Tout ce que vous voulez, allez-y. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord que vous avez mis en place pour Briscard Mm. et Carnage, où là, qui est assez actif et vous répondez très souvent. Donc là aussi, vous pouvez poser vos questions là-dessus. Donc, tu les mets en ligne pendant qu'on en discute, mais si vous voulez revoir les profils après coup, après la vidéo, n'hésitez pas à aller sur notre site, hein. Il y a même le profil du sage, il y a tous les profils Temway Chemist. Je sais pas pourquoi tu le dis, ça. Bon, pas pourquoi. N'hésitez pas. Voilà. Ok, allez, on va voir le profil suivant. Je vais vous Je te laisse chercher. derrière comme tu veux. Allez, la prêtresse. Voilà. La prêtresse, elle va coûter au niveau 2, puisqu'elle existe au niveau 1, 2, 3. Ouais. Au niveau 2, elle va coûter comme une Vestale, 80 couronnes. Donc les gens hésitent souvent entre la Vestale et la prêtresse. Les deux sont magiciennes, Vestale et prêtresse. C'est des profils un petit peu similaires. Ce qui va changer, en fait, c'est l'effet de la prêtresse qui va être un tout petit peu différent de celui de la Vestale. Ouais, l'avantage, c'est qu'en fait, elle est réceptive à Adransonia, la prêtresse. Donc, c'est du 2+, quel que soit le sort qu'on veut lui lancer sur elle. Ça, c'est déjà pas mal. Elle est avec foi inébranlable, donc elles sont contre-fous des mecs qui ont terreur, effroi, des sorts fang, etc. Elles sont contre-fous, elle n'aura jamais peur, comme les paladins. Et elle a Moringa 2. Moringa 2, c'est ce qui va lui permettre d'augmenter son De espérance de survivre. vie en balançant ses dégâts sur les copains Tembo autour ou sur les autres chémistes. Mais donc, c'est une prêtresse qui va avoir une espérance de vie un peu plus longue et qui va être beaucoup plus axée magie au final, puisqu'elle est réceptive. Là où la Vestale, en fait, elle va protéger ou en tout cas pacifier des zones. Et c'est son boulot, quoi. Ça, c'est pour la niveau 2. La niveau 1, elle est merveilleuse parce qu'elle coûte 30 couronnes, c'est la fille la moins chère de la faction. Alors, pour 30 couronnes, elle fera rien. Sa seule utilité, c'est de donner des PA. Voilà. Elle a Pouja 2 et ça, c'est énorme. Elle peut filer 2 PA à n'importe quel allié. Oui, effectivement, c'est Et pas rien, dans ça. son aura, elle a une intelligence de 2, donc ça va être une aura quand même assez Ouais. petite. Il faudra qu'elle soit pas loin du gars qu'elle veut booster en PA. Mais un sage, un hiérophante qu'on va voir tout à l'heure avec 2 PA de plus, mon Dieu, quoi. Elle lui donne. C'est-à-dire qu'elle met de dépenses pour lui donner. Ouais. Attention, Oui, hein, c'est pas... elle génère pas 2 PA sur sa cible. Elle prend 2 PA de son pool de 6 PA pour les donner à sa cible. Ouais, ça reste fort quand même, hein. Ah, ça reste énorme. C'est monstrueux, surtout. C'est un transfert de PA qui est énorme, surtout que c'est une figurine en plus, donc ça fait une activation 2+. Et c'est un peu ce qu'on pourrait considérer comme un pass token, c'est-à-dire que c'est une figurine que on va jouer. Je l'active, je donne 2 PA, et puis à toi. C'est ça. Et bien qu'avec des caractéristiques ridicules, Je elle fait de reprendre, l'objectif. je vais reprendre les mots de Manu, mais pour 30 pièces d'or, c'est cadeau, quoi. Oui, C'est ça. Pour la Et en vie, plus, c'est limitation 3. Donc, si tu veux, tu peux même te démerder pour refiler 6 PA à ton copain, l'éléphant. oui.
Et puis en général, c'est le genre de figurines qu'on néglige, mais qui, si elles arrivent à faire de l'objectif, bah, c'est tout bénef pour celui qui joue la prêtresse, quoi. L'air de rien, elle a quand même une vitesse de 4, donc voilà, elle se déplace vite, elle peut, avec un arc, elle peut faire le boulot, elle est pénible. Alors, bien que prêtresse, par contre, en niveau 1, elle n'est pas magicienne. Elles n'ont pas encore appris à lancer des sorts. Non. Et elle a qu'un dé, puisqu'elle est niveau 1, mais elle a tous les aspects sur son dé, donc elle peut relancer n'importe quel test. Ça, c'est pas dégueulasse, puisque c'est une relance gratos, puisque tu perds pas ton dé quand tu es niveau 1. Ouais, c'est sûr. Et en fait, en niveau 3, alors là, c'est la magicienne par excellence, c'est 110 couronnes, mais on passe à 6 d'intelligence, donc fait partie des meilleurs magiciens du jeu. Elle est réceptive aussi, elle a toujours foi inébranlable, mais en plus, elle va avoir un sabre kémiste. Et le sabre kémiste fait qu'une fois par activation, une attaque à 3 PA va en coûter que 2. Donc voilà, en plus elle tabasse, c'est un peu le... Par contre, il faut qu'elle le paye, son sabre. De mémoire, chez les chimistes, il faut les payer, elles sont pas... Et et ça c'est une des particularités de la carte de profil de la prêtresse niveau 3, c'est qu'il n'y a pas le petit moins devant l'arme. Donc si tu veux l'avoir, ça coûte 10 couronnes en plus. Et donc elle a 120 équipées. Mais normalement, le sabre kémiste ne lui est pas accessible, bah là c'est accessible. Voilà. C'est cool. Et c'est assez monstrueux en fait, parce que c'est vraiment un guerrier mage quoi en fait. Oui, c'est clair. Oui, oui, exactement. Alors, ensuite, on a la guerrière. Alors, je sais plus si c'est celui-là. Pareil, la guerrière, elle est déclinée en niveau 1, 2, 3. Elle est un petit peu plus chère de base. La niveau 1 est à 50 couronnes, donc plus cher que l'éclaireuse de la prêtresse. Elle va devoir aussi payer son sabre si elle en a envie. Et par contre, elle a un instinct de survie qui va pouvoir en défense se barrer. Qui va pouvoir l'aider avec une vitesse de 4, c'est toujours sympa. Ouais. Elle n'est pas plus intéressante que ça, sauf si on veut vraiment jouer la masse chez les kémistes. Et donc mettre beaucoup de prêtresses, beaucoup d'éclaireuses, beaucoup de guerrières niveau 1 et vraiment avoir du peuple. Ça peut être une tactique, mais sinon, la guerrière, je la préférerais très rarement à une éclaireuse ou à une prêtresse niveau 1. Alors, au niveau guerrière, là, j'ai pris celle-là, mais il y a le deuxième profil, enfin, parce qu'il a la figurine alternative, on va dire, de la guerrière. Il y a deux... Il y a une deuxième pose qui est sortie, mais ça reste le même profil. Ouais. C'est exactement les mêmes profils. C'est deux figurines différentes pour matérialiser le même profil, puisque les guerrières, on peut quand même en jouer un paquet entre les niveaux 1, 2 ou 3. En niveau 1, effectivement, c'est pas forcément le profil le plus intéressant, dans le sens où elle est en concurrence avec l'éclaireuse niveau 1 et la prêtresse. C'est ça. Et la prêtresse et l'éclaireuse ont quand même de sacrés arguments. Par contre, les guerrières kémistes en niveau 2 et 3 déploient tout leur potentiel, parce qu'elles récupèrent des règles comme Fine Lame qui sont une plaie à affronter, parce qu'on ne pourra pas dépenser plus de PA que celui qui en a engagé dans l'attaque. Donc j'engage 3 PA pour faire 2 attaques gratuites derrière. L'attaque à 3 PA, tu peux la défendre jusqu'à 3 PA. Les 2 attaques gratuites, t'es cuit, t'as le droit de défendre avec rien du tout, puisque je suis Fine Lame. Donc ça peut vite... Sachant qu'en plus, je peux décider que mes attaques gratuites, je dépense un PA de plus et finalement elles font dégâts pleins. Oui. Alors, par contre, si on dépense un PA, l'autre pourra dépenser un PA pour les défendre, puisque la Fine Lame, c'est tu peux pas dépenser plus de PA qu'en engagé. Mais en fait, je démarre à 12, et toi? Oui, c'est ça. Et si j'utilise V, je démarre même à 13. Ça distribue un nombre de baffes conséquent. Et entre le sabre kémiste ou l'aiguillon de Moringa, le cœur balance, parce qu'il y en a un qui permet donc de faire le sabre, on l'a vu, c'est une attaque à 3 PA en coûte que 2. Et l'aiguillon, moi je l'aime beaucoup, c'est-à-dire que en cas de RC, tu récupères, tu voles un point d'action sur la victime. Il doit être là, je vais lire exactement le texte pour pas dire de bêtises. Voilà. En cas de RC, la guerrière vole en plus un PA à son adversaire. Alors pour le voler, le PA, faut qu'il soit disponible chez l'adversaire. Alors en plus, ça signifie que ça se rajoute aux effets de l'attaque qu'on a choisi, ou de la défense bien sûr, et elle peut le transférer à l'allié de son choix ou l'utiliser avant la fin de sa prochaine activation, et c'est cumulable. Mon Dieu. Donc sur une guerrière niveau 3, qui lance 3D, normalement en moyenne par activation, on fait 1 à 2 RC. Ça veut dire que bien joué, on peut voler de 1 à 2 PA, soit pour qu'elle les utilise, soit pour qu'elle les redistribue sur des figurines alliées à proximité. C'est juste complètement... la guerrière émérite, celle de la niveau 3, est vraiment monstrueuse, sachant que avec vitesse et agilité à 6,
En plus, elle démarre avec des seuils monstrueux. Ça pique, quoi. Par contre, elle vaut très très cher et elle reste une chips avec pas beaucoup de points de vie. Donc, elle va Ça pas reste aimer une prendre des chemiste. buffs. Ça reste une chemiste. Ça reste une game. Ça, ouais, ça. Mais Moringa 2, donc possibilité de, pareil, de transférer 2 dégâts à chaque fois qu'elle prend une baffe. Mais normalement, Chemist, si on les joue bien, c'est la Chemist qui initie le combat. Elle ne le subit jamais normalement. C'est-à-dire que ça va vraiment falloir bien se placer pour pouvoir dire, bah, à ce moment-là, oui, Il faut vraiment aller les bloquer dans les coins. c'est ça. C'est moi qui viens te chercher, ou alors si je te laisse venir me chercher, c'est qu'il y a une raison. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment bien. Elles sont vraiment conscientes de leurs conditions. Elles ont 18 points de vie, donc elles savent très bien que si jamais on leur tombe dessus, elles sont mortes. Donc vraiment, le joueur chémiste, il mène son adversaire par le bout du nez, systématiquement. Il offre des fourchettes, là il y a une guerrière, là il y a une prêtresse, tu fais quoi au milieu, j'ai mis la salle. Enfin, faut vraiment sans arrêt. C'est assez tricky à jouer, mais il faut vraiment sans arrêt réfléchir à filer des options, des alternatives qui sont de toute façon mauvaises, quel que soit le choix de l'adversaire. Et c'est comme ça qu'on joue chémiste, quoi. Mais quand tu sais bien jouer, c'est vraiment très très pénible à affronter, quoi. Ok. Très bien. On va attaquer maintenant les gros. Les 4 gros. Les 4 gros. On va commencer Salut par... Tupad. Salut Tupad. Salut. On va commencer par le novice. Je pense que c'est peut-être premier pour démarrer. Ouais, alors le novice, c'est funky, c'est le petit niveau 1. C'est le seul qui permet de jouer 4 tempos dans une compo, dans un fer de lance à 500 couronnes, puisqu'il vaut 125. Oui, les éléphants, Tupad. Et il est à limitation 4. Donc ça peut être marrant de jouer 4 éléphants si on a envie. Alors 4 niveaux 1 dans une bande pour jouer que ça, c'est rigolo 5 minutes. C'est-à-dire que des niveaux 1, on va pas aller très loin sur l'objectif. Et ça reste des niveaux 1. Donc face à des niveaux 2 et 3, ça risque de quand même voler assez vite. C'est faisable, hein, mais je le déconseille vraiment. Mais c'est faisable. C'est faisable. Ça peut être marrant en mode bataille. En mode bataille, par contre, un fer de lance de novice, ça fait tout de suite moins rire. Mais en gros, je monterais à 3 et je mettrais de la chémise de soutien à côté. Ce serait beaucoup plus stable. C'est un gars qui a endurance, et ça, c'est quand même pas rien avec une vitesse de 3 pour les tempos. Donc, c'est un éléphant qui est quand même très mobile, puisque les 3 premiers mouvements vont coûter 1 PA. C'est ça. Endurance, c'est la même règle que les fangs. Donc, ça court très vite, très loin pour pas cher. Avec toutes les règles qu'on a évoquées en début de vidéo pour les tempos, parce que c'est un tempo, donc il peut enfoncer, il peut repousser, il poursuit ses adversaires, etc. Et il a quand même une puissance de 6, hein, une corpulence de 7, donc c'est pas anodin, quoi. C'est un mec qui met des baffes. Hein. Il faut quand même y aller, quoi, pour les avoir. Hein. C'est ça. Avec 36 points de vie, pour 125 balles, t'as pas vraiment d'équivalent ni chez les Kerops ni chez les Karn, quoi. Donc Son gros point faible, ça va être ses 7 points d'action. C'est ça. Et son niveau 1. Clairement. Donc ça veut dire que si on en joue 4, on se récupère 4 niveaux 1 qui ont très peu de points d'action. Donc entre les baffes et l'objectif, ça va galérer quand même un petit peu. Par contre, comme il est réceptif à Dansonia, ça peut être une bonne idée de mettre une prêtresse et puis ou une vestale, et puis de soutenir ce gars-là, parce qu'il y a quand même des sorts qui sont assez géniaux chez les Tembo. On verra si on a le temps d'en parler. Voilà pour le novice, c'est un profil super basique, mais qui est quand même assez plaisant à jouer. Moi, j'en mets un, et ça tient la route. Ça permet de mettre un deuxième éléphant, et puis 2-3 chémistes à côté. C'est assez sympa, parce que tu peux pas l'ignorer quand t'es en face. Ok, oui, non, c'est sûr, tu vois arriver ça, de toute façon, rien que quand on voit la figurine Tembo, les Tembo sur la table, déjà on réfléchit à 2 fois avant d'y aller, quoi. Je suis d'accord avec toi, Adam. Avec des prêtresses niveau 1, ça permet aux novices de gagner des points d'action et d'avoir des relances. Complètement, ouais. De toute façon, il y a des vraies synergies entre Tembo et Chemist, et il faut vraiment apprendre à profiter des petits bonus qui s'apportent l'un l'autre. Le fait qu'il soit réceptif à Dansonia, ça peut être très vite monstrueux avec des trucs, parce qu'il y a des sorts de soins énormes hein, chez les Tembo. Voilà, le novice, c'est vraiment pas un gars à négliger. Il a très peu de carac, il a très peu de compétences, mais Par exemple, si on s'oriente plus vers une team full chemiste, un novice, ça peut être intéressant justement pour aller gérer les objectifs en CEP. Parce qu'il coûte relativement peu cher et ça permet de compenser la faiblesse des chémistes sur le C et le P pour faire ce genre d'objectif-là. Ouais. Et une prêtresse, une éclaireuse, une guerrière niveau 3, toutes les 3, et un novice, ça rentre en 500 couronnes. Et ça rigole pas. Franchement,
Les 3 niveaux 3 et le petit niveau 1, je On commence va... par qui? Le Allez, petit niveau 1 qui est plus grand que les 3 réunis les unes sur les autres au niveau des épaules. c'est ça. C'est ça. On enchaîne Ah non, avec il y le a vraiment guerrier. On enchaîne avec le guerrier le Tembo. guerrier, niveau 2 ou niveau 3, le guerrier, il n'y a pas de niveau, hein. Le guerrier, c'est un novice qui est resté suffisamment en vie pour pouvoir prétendre au Qui est devenu guerrier. guerrier, ouais. C'est en niveau 2 et 3, parce que ce sont des très bons profils, on va pas se mentir, ce sont des cogneurs, hein, ils sont là pour cogner. Brutalité 1 ou 2, on se rappelle, c'est je rajoute plus 1 ou 2 dégâts quand j'utilise l'effet de paix. Donc en niveau 2, il va faire 2 dégâts de plus à chaque effet de paix. En niveau 3, il va faire 3 dégâts de plus. Donc avec des caracas 7 ou 8 en corpulence quand t'es niveau 3. J'utilise 2 fois l'épée de paix sur une attaque à 3 PA. Mon Dieu, ça fait déjà 14 dégâts. Sans critique, sans rien. Et il est stature 6, donc si jamais il y a un critique qui passe dans le lot, voilà, j'ai fait 20 dégâts de base, je mets une seule baffe. C'est ça. Voilà, c'est du pur butor, quoi. Après, le hors norme, on l'a vu très rarement, mais le hors norme, ça permet d'être considéré comme ayant 3 mains. C'est-à-dire qu'on peut tenir une arme à 2 mains et la manipuler tout en ayant un bouclier dans l'autre main. Ça peut faire des blagues. Alors, forcément, comme c'est du tempo, les équipements vont coûter assez cher, puisqu'il y a le surcoût dû au fait que ça soit Faut des penser à tempo. ça, ouais. Mais ça peut faire des blagues si on les Tu peux maximiser vraiment les trucs. Ça coûte très cher, par exemple, avec une hallebarde. La rondage, on la prend parce qu'on a une 3e main. Et du coup, ça nous sauve une méga attaque. Mais avec une hallebarde, par exemple, le petit coup des 20 dégâts sur une attaque critique, la hallebarde affûtée va faire que on passe à 22. Non, il y a vraiment plus saignement 2. Après, il y a 2 règles qui paraissent anecdotiques. Par exemple, sur le niveau 2, il est exécuteur, c'est-à-dire qu'il pourra rajouter des dégâts. Un des 10 une fois par activation. Ce qui est quand même monstrueux. Et au niveau 3, il perd cette règle-là, mais en comparaison, il est stable. Stable, ça veut dire qu'il ne pourra pas être repoussé facilement. Il pourra être repoussé que de mémoire s'il a... Si on utilise 2 fois l'effet de C. Et si en plus la somme des statures est strictement supérieure. Va dépasser... C'est quand tu me dis qu'il est capable de faire 14 à 20 dégâts, et qu'en plus il a exécuteur, en gros, quelqu'un qui fait une défense et qui absorbe en une partie des dégâts, en gros, tu l'achèves quoi qu'il arrive, quoi. Il est sûr de tomber, quoi. Ah oui, avec l'exécuteur, oui, tu as moyen de faire des blagues. Oui. Tu fais un des 10 en plus. Bon, c'est... On va dire que c'est pour Faut que ça passe, hein. c'est histoire de dire que tu es sûr que tu l'as coupé en 2, quoi. C'est ça. Ça te permet de mettre... Normalement, ça met du monde d'accord. Quand tu arrives sur la plus grosse figurine adverse et qu'en une baffe, tu l'as mis quasiment au milieu, voire 3/4 points de vie en moins, normalement, l'autre, il commence à réfléchir. Il y a une petite goutte de sueur sur la tempe. Ouais, ça perd un peu, sachant qu'il reste 5 ou 6 PA, en fonction du niveau. C'est assez vicieux. Puis le niveau 3, il a charge brutale 1. Ça a l'air anecdotique, mais bon. Ça permet d'aller plus loin pour charger. C'est toujours ça fait toujours une toise de plus. Sachant qu'on se rappelle, allonge naturelle, plus une demi-toise sur les Tembo. Oui, non, mais c'est pareil. C'est histoire de dire que tu es sûr que on va dire que tu embranches la figurine, puisque c'est des Tembo, mais voilà. Mais... Alors par contre, ce sont des purs guerriers, donc ils sont là pour taper et défendre, mais ils sont clairement pas là pour faire de l'objectif ou de la magie. Ça, on peut oublier, ils ont aucune relance là-dedans, etc. Ah, s'il faut péter des caisses, ils sont là. Mais oui, c'est tout. Mais par contre, s'ils se loupent sur le jet, ils n'auront pas de relance, donc ils prendront... voilà. Ouais. Allez, on passe au hiérophante ensuite. Le meilleur profil de tous les éléphants. Non, c'est pas du tout pour l'instant. Le hiérophante, ouais, c'est vraiment un très bon profil parce qu'il est à la fois très bon guerrier et très bon mago. Avec une intelligence de 6 et Adam Sonia, voilà, on se pose pas de questions. Il fait peur, il a effroi de base. Contre plein de figurines, ça va être très efficace parce que effroi 11, ça a l'air de rien, mais il faut déjà les passer, quoi. Oui. Et il est stable comme le guerrier niveau 3. Il a Moringa 3, donc il va pouvoir en plus transférer des PV si jamais il veut rester en vie. Il est hors norme aussi. Il a foi inébranlable comme la prêtresse. Enfin, t'es en train de dire que t'es en train de dire qu'en fait pour aller le défoncer, il faut se lever tôt aussi, quoi. Il n'est pas indéfonçable, hein. Tu peux le tuer, ça reste. Oui, mais tu vas sacrifier tomber en une activation. Oui, enfin tu vas quand même sacrifier. Normalement, tu vas sacrifier si le joueur joue correctement sa figue, il va devoir sacrifier pas mal de ressources pour aller l'avoir, quoi. Oui.
En toute Mais logique. un hiérophante sur point d'action va tomber en inactivation d'un Ouais. gros sac en face. Hein. L'erreur qu'il C'est- faut pas faire, en fait, c'est tout mettre en attaque avec les Tembo. Parce que t'es tenté, hein, tu fais tellement mal que t'as envie de massacrer. Mais un Tembo qui a plus de PA, si je suis en face de lui, il est mort. Je pose pas de questions. Avant la fin du tour, il est plus là. Alors, il y a possibilité de les ramener à la vie. Hein. Il y a un sort de résurrection chez les Tembo, et ça peut être vraiment très pénible. Mais ça sauve pas de tout. Ça sauve pas de tout. Et donc, ils ont beau être excellents, faut penser à conserver des PA, parce que 42 points de vie, ça se fait très facilement avec Carnage. Hein. Hum. Alors, pareil, il est hors norme. Un petit bouclier ou autre sera une option assez intéressante pour lui augmenter sa durabilité, pour se protéger des attaques. Après, c'est un guerrier mage qui vaut quand même 220 couronnes à poil. C'est un budget. C'est-à-dire que quand on fait une partie en tournoi, c'est 500 couronnes. Alors, C'est Là, quasiment la moitié. il en fait la moitié une fois équipé. Et il n'a Alors, pas d'arme. donc pour moi, de ce que vous dites, le hiérophante, c'est un soutien, c'est un support, c'est quoi? C'est C'est un guerrier mage, c'est un monstre qui peut tout faire tout seul. Mais il faut pas oublier que même s'il sait tout faire tout seul, il faut pas lui faire tout. Ouais. D'accord. En fait, c'est vraiment le couteau suisse. Il pourra répondre à n'importe quelle situation sur le champ de bataille et retourner la situation. Par exemple, bah, on vient d'enfoncer tes lignes, tu le mets en défense. Normalement, le trou est comblé, la ligne n'est plus enfoncée. Ah mince, j'ai besoin d'un petit peu de support magique. Pouf, il peut faire un peu de support magique, etc. Le problème, c'est que comme il peut tout faire, il n'aura pas assez de points d'action pour réellement tout faire. Donc, Donc moi, là, la petite prêtresse niveau 1 se justifie. Moi, par exemple, le hiérophante, je n'utilise quasiment pas sa capacité mage. Je préfère vraiment l'utiliser en tant que figurine qui va encaisser les baffes et distribuer. Parce que par rapport aux autres éléphants, par rapport à un guerrier, pourquoi je le préfère? Parce qu'il a vitesse 3. Les Oui. guerriers n'ont que vitesse 2. Donc il va se déplacer un petit peu mieux, il va être stable, il va pas avoir peur et il va causer un effroi, ce qui peut potentiellement faire des blagues à certains moments. il fait un peu moins mal que le niveau 3, mais Excellent tempo suisse, dit Adam. c'est ça. C'est un tempo suisse. Ouais. Ok, on va On peut le enchaîner. peindre aux couleurs de la garde suisse, c'est assez coloré, ça peut être rigolo. Ouais, C'est ça. ce serait marrant. On va enchaîner avec le dernier, messieurs, c'est-à-dire le sage. Le sage, le gars qui met du monde d'accord, qui prend la moitié de la table. T'as réussi à récupérer les cartes? Je comprends pas comment. Non, je sais pas non le plus. troll. Alors là, on est typiquement sur le mage. Bon, ça reste un éléphant, donc ça a quand même des caractéristiques de CEP qui sont plus que correctes comparées à 90% des figurines dans le jeu. Mais on va s'orienter un peu plus vers la magie. Ce qui est surtout très très intéressant avec le mage, c'est la canne des sages, où la cible doit défendre uniquement en utilisant son intelligence. Ouais, c'est un must-have, hein, son arme. C'est-à-dire que ça va être monstrueux pour aller taper de la petite figurine comme du larbin, du dogon, etc., qui n'a pas beaucoup d'intelligence et qui va quasiment jamais pouvoir défendre les baffes. Et là, c'est pas interdit de mettre autre chose, mais celui qui met pas sa canne, il a pas compris. Ouais, bah, entre le fait que tu tapes sur intelligence, que tu as une page de grimoire gratuit, Bon, après, Ouais, c'est une figurine qui coûte cher aussi quand même, donc il faut quand même qu'elle ait un le- intérêt. la canne est gratos sur la carte, mais en fait, elle est comprise dans le coût Ouais. du sage. Hein. Et pareil, Moringa 6, hein, donc le transfert de PV en toute décontraction. Bretter 3, bah, c'est un mage qui va pouvoir permettre de faire relancer les jets d'attaque adverse. Je trouve ça génial. C'est ah non, t'as fait trop là, non, je suis pas d'accord. Bah, lui, c'est un peu Gandalf en fait. Hein. C'est You shall not pass, quoi. C'est le mec qui est bon en magie parce que de toute façon, en plus, il est maître. Bon, Il est Hiroshi, maître à si tu nous Lansolia. écoutes, tu sais qu'il te faut le sage. Voilà. Ouais, en plus la figurine est magnifique. Ouais. Et avec plusieurs options, parce que tu peux décider ou pas de mettre le chapeau. D'ailleurs, ça, c'est vrai pour l'hiérophante aussi. Je me demande s'il l'a pas récupéré derrière Hiroshi, le sage, mais un gros doute. Je crois pas d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est fini avec 2 paires d'oreilles, une dans le chapeau si tu le mets, et les oreilles amovibles si jamais tu choisis de pas mettre le chapeau. C'est ça. Tu peux choisir de mettre ou pas la cape. La figurine n'est pas du tout ridicule si tu mets pas la cape, la deuxième cape qui vient par au-dessus, en fait, parce qu'elle a déjà un habit de base. Ouais, t'as vraiment pas mal d'options. Donc tu peux faire des. Et puis quand tu poses une figurine de 25 cm sur la table, en général, ça. Voilà. Hein. Et ça fait pas loin de 700 grammes, tout habillé, donc
C'est ça. C'est un Mais- là, quoi. Mais revisiter le Seigneur des Anneaux, en plus tu peux faire la porte des Argonautes, c'est Ouais, tu peux magnifique. faire les Argonautes. Bon, l'Hiérophant se prête bien aussi, ça, pour le coup. Ouais. Mais voilà, Euh, ouais, c'est un très très bon profil de Mago. En gros, les niveaux 3 chez les chémistes sont absolument géniaux. Les niveaux 1, bah, la prêtresse, la veste, l'éclaireuse sont très très classe. La vestale, elle est situationnelle, mais elle a une grande utilité quand tu joues Tembo. Le novice, c'est un bourrin à pas cher que tu peux mettre facilement. Si tu veux du mago qui tient vraiment la route, le sage. Et puis après, bah, l'hiérophant ou le guerrier, si jamais tu veux un gros bourrin qui peut buter n'importe qui Est-ce que en pour ceux face. qui regardent l'émission ou qui regarderaient même en replay, quelle est pour toi la composition, même s'il y a un starter Tembo, mais qu'est-ce que vous voyez en général comme composition de C'est-à-dire, Tembo? petit aparté, dans le starter, vous avez en plus du livre de règles complet, un petit fascicule qui reprend toutes les règles que j'ai expliquées en début, là, et puis qui vous montre les sorts de Adam Sonia. Ah oui, la magie, on va quand même y faire un petit point. Elle est assez particulière, c'est-à-dire qu'il y a des sorts qui sont réservés au Tembo et des sorts qui sont réservés aux chémistes. Le domaine pour l'instant n'est pas complet, il y aura d'autres sorts qui vont arriver par la suite en Avec fonction d'autres des sorties. À l'heure actuelle, ça sert à rien de payer un grand grimoire parce que vous aurez pas assez de sorts à mettre dedans. Donc déjà pour l'instant, un petit grimoire suffit amplement. Complètement, ouais. Moi j'ai une petite préférence pour la magie chémiste, qui est un sort qui est monstrueux chez les chémistes, c'est les racines suçoires. Les racines suçoires, en fait, bah, ça va permettre de bloquer une figurine adverse, de l'empêcher potentiellement de bouger, ou alors de lui faire consommer des points d'action, potentiellement lui mettre des dégâts qui traversent l'armure. C'est un sort qui est complètement et accessible qu'aux chémistes. Donc ça veut dire que pour 80 couronnes, soit une vestale, soit une prêtresse de niveau 2, on a ce sort-là qui est monstrueux, qui va permettre vraiment de dire, bah toi, je veux pas te voir. Toi, non plus. Enfin, c'est... Voilà. Et puis il y a l'arbre de vie qui permet de ressusciter une fois par partie D'accord, alors, l'allié de ton choix. Donc petite voilà, précision. tu peux. Est-ce que tu peux me repréciser le contenu du starter Tembo pour ceux qui voudraient démarrer la faction? Alors, le starter Tembo, c'est un guerrier Tembo, une guerrière chémiste et une prêtresse chémiste. Ouais. Donc dedans, en fait, on a de la magie, on a de l'éléphant, on a de la guerrière, on a de Bien quoi. sûr, avec tous les profils. Hein, donc, on Oui. a 6 profils de chémiste, 2 profils de Tembo, en fait. Ok. Plus le petit fascicule où il y a toutes les règles, parce que ces règles spéciales, celles qu'on a évoquées au début, normalement, elles se trouvent dans le livre de bataille, pas dans le livre de règles de base, puisque le Tembo n'existait pas encore. Et donc, soit vous achetez le starter et vous avez toutes ces règles-là qui sont rappelées dans le fascicule, soit bah, il vous faudra le livre de bataille pour avoir toutes les règles spécifiques au Tembo, quoi, et au chémiste. Et jouer sans, ça serait vraiment dommage parce que vous payerez très cher vos figurines. Ah, ça change. Avec la moitié des règles, c'est pas. Ça s'est vu, hein, mais c'est pas super efficace. Ça change vraiment. Donc ceux qui veulent pas démarrer avec le starter, qui veulent d'autres figurines esthétiquement ou stratégiquement parlant, je leur conseille vraiment de prendre le livre de bataille avec, quoi. Ok, on rappelle juste que le format classique de jeu, c'est 500 couronnes. 500 couronnes. 500 couronnes. Et après, vous avez la version bataille où c'est 1000 points, c'est ça? Je crois, 1000 couronnes. Alors, c'est de 3 à 6 fers de lance qui font chacun de 300 à 600 couronnes. Donc, en gros, le format bataille le plus petit, c'est 900 couronnes en 3 fers de lance, donc en 3 équipes de figues. Et le plus gros, c'est 3000 couronnes en 5 fers de lance de 600 couronnes chacun. Voilà. Et Ok. c'est très, très fluctuant. En fait, de 900 à 3000, tu peux vraiment. Donc, c'est Après- bien, c'est que si vous voulez commencer le mode bataille avec les Tembo, 300 couronnes, 3 fers de lance, 3 éléphants. Voilà. un sage. Comme il coûte 240, il reste 60 PO d'équipement à mettre. Avec 3 figurines, on peut partir en bataille. Voilà, donc, Voilà. Ceci Ouais, dit, le format classique, c'est quand même les 500 couronnes. Voilà. Après, le champ de bataille, Oui. c'est un mode Ouais, en particulier aussi. 1500, on commence vraiment à profiter du mode bataille à 1500. 900, c'est vraiment pour la découverte et puis Voilà, c'est pour surtout se faire que, plaisir, mais voilà, surtout que des maintenant, fers de avec lance de les, 300, c'est pas assez. avec les sorties régulières que vous faites maintenant, il commence à y avoir quand même plus de choix en termes de figurines. Et donc, du coup, plus de possibilités aussi pour la partie bataille. Ouais, complètement. Bah, si tu suis ta faction, en fait, quand t'as craqué à Carnage, si tu suis ta faction et que t'as à peu près toutes les files de la faction, ça te coûte rien, tu peux jouer tout de suite en mode bataille, t'as ce qu'il faut largement. Alors, on dit mode bataille, ça peut faire peur, mais en fait, c'est de la grosse escarmouche.
C'est ça. On reprend le corpus de règles classiques et on y ajoute quelques règles de gestion pour pouvoir faire de l'escarmouche à 15-20 figurines. Voilà, mais je Voilà, pense qu'on fera c'est on fera une émission spéciale sur la partie bataille. avec plaisir. Ouais. Ça fait partie des thèmes qu'on pourra aborder quand on aura fini les factions. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a la magie, il y a les profils sortis entre-temps, il y a la partie bataille. Voilà, il y a d'autres Avec éléments aussi grand qu'on pourra. plaisir. Voilà, T'es le maître d'œuvre, hein, tu nous dis de quoi tu veux qu'on parle et on se voilà. fait plaisir là-dessus. Voilà, ben écoutez, on arrive tranquillement à la fin de l'émission.